Bonjour à tous. Alors, le micro est extrêmement loin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, super. Non. Alors, je suis toujours un peu gênée parce que pour avoir été donc Françoise Vernet, je suis présidente d'une association qui s'appelle Terre et Humanisme et je travaille également pour les éditions Actes Sud. Mais j'ai longtemps travaillé pour Nature et Découverte, qui était un des co-organisateurs de cet événement depuis 2005. Et je sais qu'à l'extérieur, il y a des centaines de personnes qui attendent. Et voilà, donc on va commencer sans eux parce que sinon on serait trop en retard. Mais voilà, je vous serai bienveillant de les accueillir au fur et à mesure en espérant qu'ils ne fassent pas trop de bruit et qu'ils ne soient pas trop gênants. Alors, je vais présenter les invités qui sont autour de nous. Je suis extrêmement gênée, je trouve que ce micro est très peu adapté, mais c'est pas grave. Alors, à ma gauche, donc Mathilde Boisseau, qui est diplômée de l'école d'ingénieurs en agriculture de Purpan à Toulouse et d'un diplôme national d'œnologue de la faculté de Bordeaux. Mathilde intègre l'univers professionnel des vins et spiritueux à partir de 2011, où elle accumule différentes expériences dans les domaines de la recherche et développement et de l'œnologie en France et à l'étranger, pour ensuite occuper des fonctions d'adjoint de direction technique vignes et vins dans différentes propriétés bordelaises. À l'été 2014, Mathilde rejoint la maison NC au poste de responsable des exploitations viticoles. Et à ce titre, elle est chargée de la gestion technique des 180 hectares de vignobles NC dédiés à l'expérimentation des solutions agroécologiques de demain et à leur déploiement. En 2019, elle est confirmée membre du comité de dégustation et elle est nommée directrice Vignes et Vins depuis le 1er octobre 2020. Et elle a pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie d'accompagnement de 1600 viticulteurs partenaires dans l'amélioration de la qualité et dans leur transition vers un modèle de viticulture durable. Voilà. À ma droite, je ne sais pas si je le présente, puisque je pense que vous le connaissez tous et que vous êtes beaucoup venus l'écouter, Boris Cyrulnik. Bien entendu, neuropsychiatre, directeur d'enseignement à l'Université de Toulon, professeur à l'Université de Mons et surtout auteur de moultes ouvrages grand public de psychologie et d'histoire de vie. Et nous sommes ravis de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Et à mon extrême gauche, Marc-André Sellos, que certains d'entre vous connaissent également. Marc-André donc, est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk en Pologne et Kunming en Chine. Ses recherches portent sur l'écologie et l'évolution des associations à bénéfice mutuel, ce que l'on appelle les symbioses. Mycologue et botaniste, il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines des plantes. Il est président de Biogé, il est membre de l'Académie d'agriculture de France. Il est éditeur de 4 revues scientifiques internationales et de la revue de vulgarisation Espèces. Il a publié plus de 190 articles de recherche et 190 articles de vulgarisation qui sont téléchargeables sur son site, ainsi qu'une centaine de vidéos variées sur YouTube. Voilà, moi je le connais surtout parce qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages chez Actes Sud, dont le dernier, sorti l'année dernière, qui s'appelle « L'origine du monde », où pendant 943 pages, nous parlons de sol. Voilà. Alors, bien entendu, la thématique qui nous anime aujourd'hui, qui est intitulée « Pour une terre vivante, quelle résilience des sols ?» Bon, je vais essayer de ne pas faire une première photo pas trop catastrophique de la réalité dans laquelle on est, mais bon, il faut quand même un tout petit peu en passer par là. Et puis après, on sera dans plutôt le positif, les solutions et l'envie qu'on a de changer le monde. À l'heure actuelle, 33% des sols de la planète seraient modérément ou gravement dégradés, et on parle de 40% en Afrique. Après des années de surexploitation des sols et de recours aux pesticides, bien entendu, l'heure est venue d'agir. La pérennité du système agricole mondial en dépend. Les sols doivent retrouver leur santé originelle, mais cela risque de prendre du temps, car il faut près d'un millénaire pour former 1 centimètre de sol fertile. Quant à recréer artificiellement un sol, ce n'est pas vraiment possible, tant les paramètres sont nombreux. Les sols vivants abritent jusqu'à 1/4 de la biodiversité terrestre et ils sont le 2e plus important puits de carbone de la Terre, après les océans. Alors pour commencer, j'ai bien entendu envie de questionner Boris sur le concept de résilience. Je pense qu'on a tous envie d'avoir quelques minutes de bonheur sur cette notion. Alors la définition est bébête, tellement elle est presque évidente. C'est la reprise, pour moi, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme ou après une catastrophe. D'ailleurs, l'étymologie du mot catastrophe, c'est kata, strophein. On prend un virage après la coupure. Donc on ne peut pas redémarrer comme avant parce qu'il y a une blessure dans le corps, il y a une blessure dans le sol, mais on peut redémarrer quand même, mais pas comme avant. Donc ce qui est important, c'est de découvrir les facteurs de protection et les facteurs de vulnérabilité
de façon à pouvoir les agencer pour pouvoir reprendre un nouveau développement. Alors c'est un concept qui concerne énormément de disciplines. Moi, je m'y suis intéressé à cause du traumatisme, mais je sais qu'il y a la résilience des côtes, la résilience des sols. Je travaille avec des éthologues et des vétérinaires qui me parlent de la résilience de certains animaux, c'est-à-dire qu'après un trauma, ils se remettent à vivre, mais ils gardent une trace du trauma, c'est pas oublié, mais ils se remettent à vivre bien quand même. Et sur le plan épistémologique, sur le plan des idées générales, il y a parmi nous des gens qui ont une attitude évolutionniste. Ce que je vois aujourd'hui n'est pas forcément ce qui était hier, n'est pas forcément ce qui sera demain. Et ils entrent en conflit avec des gens qui ont gardé une attitude fixiste, c'est la nature, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, ou c'est Dieu qui l'a voulu, ou c'est le roi, ou c'est le président qui l'a voulu, donc nous, on n'a plus qu'à se résigner. Alors la résilience, bien sûr, c'est un anti-destin. Ah, je voulais boire un verre d'eau. Oui. Donc l'espoir que vous nous donnez, c'est que finalement la résilience peut s'appliquer à tout et pas qu'à l'être humain. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que le sujet de cette table ronde, c'est quand même Boris qui l'a proposé. Il avait très envie de parler de résilience des sols. Et d'ailleurs, je le remercie. Je propose, Marc-André, que toi, spécialiste des sols, peut-être déjà nous dire ce qu'est un sol, tout simplement. Et puis finalement aussi, si on parle de résilience, c'est bien qu'on a un problème de sol abîmé. Et donc, quelques minutes... Un sol, c'est quelque chose de paradoxal parce que il y a dans le sol une toute petite fraction qui représente peut-être moins de 0,5% de son volume qui fait tout. C'est le vivant. Parce qu'en première approximation, et c'est ce qui a vraiment occupé les agronomes, disons, jusqu'aux années 70, 80, 90, en première approximation, le sol, c'est de la matière organique morte et des morceaux de rocher. Et c'est quantitativement vrai, ce qui prouve à quel point les chiffres peuvent être obstinément dangereux quand on ne regarde que et quand on ne regarde pas les qualités. Le vivant, c'est rien dans le sol, mais c'est tout parce que c'est ce qui fait le sol. Le sol, c'est donc de la roche qui est en train de s'altérer, de partir en miettes, en morceaux et se dissoudre en composants qui sont autant de contribuants à la fertilité, c'est-à-dire à ce qui fait pousser les plantes. La matière organique, elle est aussi en train de disparaître, de se décomposer en libérant des choses qui vont permettre aux vivants de se développer. Et tout ça, c'est catalysé. Ça se ferait, mais très lentement s'il n'y avait pas de vivant. Les micro-organismes et les animaux qui sont dans le sol catalysent ça et font que ça se produit plus vite et que ça donne les niveaux de fertilité effectivement observés dans les sols. Mais même l'air qui rentre dans le sol est en transformation sous l'effet du vivant pour donner de la fertilité. L'azote, qu'il y a dans les sols sous forme de nitrate, d'ammonium ou dans les organismes sous forme de protéines, un jour, il est rentré dans ce système-là par des bactéries qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique qui vient de l'atmosphère externe dans l'atmosphère du sol, de transformer cet azote gazeux, disais-je, en ammonium, en protéines. Donc, en fait, le sol, il est vivant et c'est ce qui fait ses fonctions. Il y a une diversité énorme dans le sol. Juste pour fixer les idées, 25% des espèces connues, 1 gramme de sol, c'est un gros million de bactéries appartenant à plusieurs milliers d'espèces. Ah oui, parce que c'est petit, les bactéries, donc dans 1 gramme de sol, il y en a beaucoup. C'est 1 millier d'espèces de champignons, 100 d'espèces d'amibes, j'en passe et des meilleurs. En fait, il y a dans le sol l'essentiel de la biodiversité des écosystèmes terrestres, et il y a entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante des écosystèmes terrestres. Bon, alors, ceci étant posé, cette biodiversité est une biodiversité de fonction aussi, et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le nombre de bestioles qu'il y a dans le sol, c'est les fonctions qu'elles remplissent. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'elles en remplissent quelques-unes en dehors du sol. Nos antibiotiques sont des récupérations, des combats titanesques et pusillanimes, parce qu'ils sont minuscules, que se livrent les microbes du sol. Ce sont les armes de lutte des microbes du sol entre eux que nous avons récupérées pour nos armoires à pharmacie, avec la pénicilline qui vient d'un champignon du sol, les céphalosporines, même histoire, l'actinomycine, la streptomycine, même des choses comme les statines contre le cholestérol ou les cyclosporines, ça fait beaucoup de lignes tout ça, hein, contre les rejets de greffe, disais-je, eh bien, tout ça, c'est des choses récupérées dans le sol. Vous voyez que la biodiversité du sol, c'est quelque chose qui va fonctionnellement, et pour nous, faire les sols, mais faire bien d'autres choses, comme par exemple notre santé par ce moyen indirect. Et enfin, cette biodiversité, c'est, pour revenir à la résilience, c'est le substrat de la résilience, car
quand il y a changement de direction, effectivement, seuls quelques-uns seront élus pour aller dans la nouvelle direction. Tout le monde ne survit pas à un changement de température, à un changement de sécheresse moyenne. Seuls quelques-uns survivent. Et plus vous avez de monde au début, plus vous avez de chances que quelques-uns survivent. Et il y a de la redondance dans la diversité fonctionnelle. Plusieurs espèces peuvent remplir la même fonction. Plus vous avez de biodiversité au départ, plus vous aurez de survivants, et plus vous aurez de chances qu'il y en ait au moins quelques-uns qui incarnent une des fonctions données. C'est l'espoir aussi, la biodiversité, lors d'une résilience, que toutes les fonctions, tous les modes de fonctionnement qui structurent le sol soient préservés. Boris, j'aimerais que, quand on a discuté tous les deux et qu'on a parlé de résilience des sols, vous aviez des exemples extrêmement intéressants, que ce soit à côté de chez vous ou que ce soit plus loin au Népal, et j'aimerais que vous nous les partagiez. Alors, l'exemple le plus facile à comprendre que j'ai connu, j'habite à Toulon, et en 1974, il y a eu un incendie, ce que je vais dire est affreux, mais il y a eu un incendie magnifique. La montagne était rouge, le ciel était noir, la mer était grise, les oiseaux ne disaient plus un mot, un silence incroyable. Et puis, quand l'incendie a duré 3-4 jours, et au bout du 4e jour, la montagne était noire, tout était apparemment mort. Et puis, comme les pins ont brûlé, les chênes ont pu, 3 ans après, ont pu repousser. Comme il y a eu des espaces entre les chênes, les cistes avec des fleurs de toutes les couleurs ont repoussé. Le petit gibier qu'on ne voyait pas sous les pins a réapparu. Les aigles se sont remis à tourner. La vie avait repris, mais pas comme avant. C'était la plus belle fable de résilience qui définit la résilience. Ça peut repartir. Si le sol n'est pas trop abîmé, ça peut repartir. Mais bien sûr, quand la mort est là, après la mort, ça repart rarement. Ça repart peut-être dans la Bible, mais dans la réalité, ça repart beaucoup moins. Alors là, c'est l'exemple le plus facile à comprendre, le plus démonstratif de la résilience d'un sol. Mais dans cet exemple-là, quand un sol est résilient, il entraîne un redémarrage de la flore, de la faune et de la condition humaine. Parce que les gens qui habitent sur ces sols, si le sol est mort, eh bien, ils meurent avec. Alors que si le sol reprend une nouvelle vie, eh bien, les gens réorganisent de nouveaux rituels, de nouvelles manières de vivre ensemble. Et même la sociologie peut changer quand le sol redémarre, mais pas comme avant. Peut-être à cet égard, vous pouvez nous parler de cet exemple du Népal qui est extrêmement intéressant en fonction justement de la saison et en fonction des enjeux, en fait, de voir comment la vie sociale s'est organisée. C'est Jean-François Dombremez, que vous connaissez probablement, et De Vaux, qui a été son élève. C'est eux qui m'ont donné cette idée, et on l'a constaté ensuite en allant sur le terrain. C'est une vieille publication qui montre que sur les pentes de l'Himalaya, avant la récupération par la Chine, il y avait un groupe humain qui vivait dans les plaines. Et dans les plaines, tout est facile. Il y a de l'eau, des fruits, il n'y a pas de danger. Donc les groupes familiaux sont très décontractés. Les hommes ne pensent qu'au combat de coq et à la drague, parce que c'est les 2 choses les plus importantes d'une vie d'homme. Arrive la mousson. Donc il faut que ce même groupe est obligé de monter pour ne pas être noyé. Et là, on voit apparaître quelque chose qui évoque un petit peu le néolithique, c'est-à-dire que là, il faut coloniser un morceau de sol, il faut engranger, il faut protéger les animaux, mettre des barrières pour qu'ils ne vaquent pas. Et puis ensuite, une partie du même groupe monte sur les sommets de l'Himalaya, et là, les rituels deviennent féroces, parce qu'un animal qui tombe, un enfant, un être humain qui tombe, là c'est gravissime. Et là les rituels sont féroces et même l'imaginaire n'est pas le même. Ils se mettent à imaginer, bien sûr le yéti, bien sûr la panthère, bien sûr la proximité de la mort, et puis ensuite le même groupe redescend et on voit les rituels familiaux redevenir décontractés parce que les contraintes environnementales, les contraintes du climat, les contraintes du sol ne sont pas les mêmes. Et quand ils arrivent en bas, il y a de l'eau, des fruits partout,
la fête recommence, les hommes se mettent à chercher les combats de coqs, on ne surveille pas les animaux parce qu'il n'y a pas de danger, on ne surveille pas les enfants. J'ai vu ça d'ailleurs dans des endroits de Colombie où il y a de l'eau fraîche, où il y a des fruits partout, il n'y a pas de danger, sauf dans les villes, mais enfin, et dans ce cas-là, on voit apparaître, on voit le rituel social, la manière de vivre sur un sol est déterminée par le climat et la vitalité du sol. Merci. Avant de passer la parole à Mathilde, Marc-André, j'aimerais que dans ce contexte, alors je ne sais plus quel est le bon terme, dérèglement, changement, en tout cas dans ce climat qui est impacté et nous impacte, que se passe-t-il pour les sols en fait? Finalement, et quand je dis que se passe-t-il pour les sols, c'est qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour aider à cette résilience? Alors, les sols sont par essence des milieux tamponnés, c'est-à-dire qu'ils subissent moins les variations que les autres compartiments autour d'eux, et notamment la vie de surface. On mène aux caves, par exemple, dans le sol, parce que les changements de température se font à la fois plus lentement, ils sont moins intenses, moins rapides. Le sol, il est tamponné mécaniquement. C'est même là que les arbres et les plantes s'ancrent. Il est aussi tamponné chimiquement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il pleut, il y a des mécanismes alors techniquement, c'est des échanges avec les colloïdes, mais le résultat, c'est que cette pluie se transforme en un liquide nutritif qui a à peu près toujours la même composition. Donc il y a une capacité à tamponner les variations qui fait que l'été qui vient de se passer, je pense que dans les sols, il ne s'est rien passé. Je veux dire par là qu'il y a une perturbation, il y a une sécheresse peut-être plus longue que d'habitude, il y a des espèces qui ont un peu souffert, mais elles ont l'habitude, en fait, les espèces, et moi je pense surtout à des espèces microbiennes, mais pas seulement, elles ont l'habitude de reprendre à partir d'un petit nombre d'individus qui ont survécu à la phase difficile. Il y a un pouvoir tampon, et ce pouvoir tampon, il fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais si vous répétez ces épisodes fréquemment, vous finissez par abîmer les populations. Je vais prendre un autre phénomène qui est l'agriculture dite conventionnelle. Cette agriculture, elle abîme les sols. Le labour déchire les champignons, met les animaux à la lumière. Et d'ailleurs, il tue même les plantes qui sont qu'à moitié sous terre. Donc ça peut vous donner à imaginer ce qui se passe pour un organisme qui est sous terre. Le labour a petit à petit abîmé la vie des sols. Mais même là, on ne pourrait pas aujourd'hui donner un exemple d'espèce microbienne ou animale des sols qui est disparue. Les populations sont en train de cracher, elles sont moins abondantes numériquement. Ça veut dire qu'il y a la diversité génétique qui a disparu, puisque chaque individu étant différent, quand j'ai moins d'individus, j'ai moins de diversité génétique. Mais toutes les espèces sont là. En sorte que, par rapport à cette perturbation ancienne que représente l'agriculture conventionnelle, le verre est à moitié vide et à moitié plein. Il est à moitié vide parce qu'effectivement, les populations diminuent, mais les espèces sont toujours là. Et si demain on change de direction, on a de bonnes chances, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait avec l'agriculture dite de conservation ou des agricultures qui ménagent les sols, on voit très bien que la vie augmente, on ne voit pas d'espèces revenir, ça va dans le sens de l'idée qu'il n'y a pas d'extinction, mais il y a toujours un potentiel. Ce potentiel est amoindri parce qu'on a perdu de la diversité génétique, mais il est toujours là. Et par rapport au changement climatique, je pense que ce sera la même chose. Les sols vont lentement être atteints. Je pense que la première atteinte sera surtout celle de ceux des organismes du sol, notamment des champignons et des bactéries, qui sont associés aux racines des plantes, qui vont, elles, souffrir en premier. Mais ce sera lent. Et ça veut dire qu'on a les moyens, d'ici là, de gérer nos écosystèmes pour tamponner ça, c'est-à-dire en y mettant les bonnes plantes, ou en aidant les bonnes plantes à y parvenir, et éventuellement en arrêtant certaines pratiques qui, cumulées avec le changement climatique, pourraient accélérer encore cette érosion de diversité dans les sols. Merci. Donc Mathilde, on va se déplacer en Charente, en fait. Et Annecy, vous êtes très conscient des enjeux qu'on traverse, puisque vous les subissez au quotidien, comme la plupart des viticulteurs et des agriculteurs en France. Vous parlez notamment de la notion de sol vivant. Peut-être nous éclairer sur ce que ça veut dire sol vivant? Oui, alors, sans redire et reformuler ce que disent nos grands experts, moi, je vous propose une définition qui est plutôt en prise avec le terrain et ancrée dans le sol. Pour nous, et producteurs de cognac, assembleurs, et donc très dépendants de la vigne, et donc de la nature, et naturellement des sols, l'idée, c'est de pouvoir avoir des sols dans lesquels il y a tout un tas d'organismes, aussi bien en quantité qu'en richesse, mais
ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'avec les changements climatiques qu'on traverse et ce qu'on constate sur les terrains, un exemple très simple, c'est l'avancée des dates de vendange, par exemple. C'est factuel, tout le monde le constate et on voit que depuis une trentaine d'années, ces dates-là... moi, mes grands-parents, je suis fille de viticulteur et mes grands-parents disaient il faut avoir fini de vendanger pour la Toussaint. Aujourd'hui, on vendange au mois de septembre. Donc c'est vraiment une réalité, c'est quelque chose dont on prend pleinement conscience. Et là-dedans, le sol a un rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a le sujet de cette capacité tampon, de cette capacité aussi à permettre d'avoir une meilleure qualité des eaux. Et j'ai envie de dire, surtout, c'est aussi un sol qui serait pour nous non pollué, et dans lequel, finalement, la vigne n'est pas besoin d'intrants supplémentaires pour pousser, pour avoir des fruits. Et donc, ce serait un sol qui soit naturellement fertile, quelque part. Alors forcément, la vigne est aussi connue pour utiliser beaucoup d'intrants. On va pas, voilà, on le sait tous. Comment est-ce qu'on arrive justement à passer d'une viticulture qui est entre guillemets sous perfusion parce que c'était le modèle qu'on croyait être, on va dire, durable, et puis cette nouvelle viticulture, cette viticulture durable justement dont on parle chez ENSI, mais aussi on l'a vu tout à l'heure dans le film, où on essaye voilà, d'être dans une forme de résilience aussi dans la manière dont on interagit avec cet outil, puisque le sol est un outil qui permet vraiment de produire. Je pense qu'il y a un réel changement de paradigme qui s'opère aussi sur le terrain. Le sol a été longtemps considéré comme un support, finalement. Aujourd'hui, c'est partie intégrante d'un système. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de sol vivant. Je voudrais juste rappeler quelque chose juste avant Françoise, c'est que le cognac, pour ceux qui connaissent peut-être peu, c'est avant tout un produit de terroir. Donc c'est forcément extrêmement rattaché au sol. Il y a une typicité. Quand on fait des cognacs, on assemble des eaux de vie qui viennent de parcelles différentes, de terroirs différents. Et dans la notion de terroir, cette notion de sol, elle est très importante puisque c'est, j'ai envie de dire, l'expression du sol, du climat et puis du savoir-faire des hommes. Donc, partant de ce principe-là, ensuite, comment on évolue et comment, sur les pratiques, d'un point de vue très concret, on arrive à changer et passer à d'autres modèles de viticulture. On croit, en tout cas, enfin, nous, et c'est ce qu'on fait tous les jours sur nos propres vignobles, parce qu'on a la chance de posséder un vignoble expérimental de 180 hectares qui est finalement dédié au test and learn, au fait de prendre des risques et de tester ces nouvelles pratiques. Donc, là, le premier point pour répondre à votre question, Françoise, c'est il faut expérimenter. Je pense qu'il n'y a pas de solution universelle et on l'a montré. Il y a simplement des perspectives qu'il faut essayer d'appliquer localement. De temps en temps, on se trompe. Et moi, sur 180 hectares en 8 ans d'expérience dans la maison ENSI, de temps en temps, on s'est trompé, de temps en temps, on a fait des erreurs, on a vu que ça ne fonctionnait pas si bien, mais on en a toujours retiré quelque chose. En parallèle, on a aussi, je pense qu'il faut mesurer, il faut mettre un cadre scientifique. Donc on expérimente, on tente des choses. Derrière, il faut mesurer, il faut arriver à partager ces choses-là. Parce que, si je prends l'exemple de la maison ENSI, par exemple, nous approvisionnons sur 32 000 hectares. C'est beaucoup, 32 000 hectares de vignes. Ces 180 hectares, finalement, ils représentent très peu. Donc, une fois qu'on a testé, éprouvé un certain nombre de choses, mesuré, l'enjeu, il est collectif, il est de partager ça avec nos vignerons et pour qu'ils puissent, eux aussi, s'approprier ces choses-là et que chacun puisse faire un pas avec les contraintes qu'il a, quelque part. Donc voilà un petit peu les réponses que je peux vous donner sur comment on passe d'un modèle à un autre. Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience aujourd'hui. Je crois que Boris avait des petits commentaires à nous partager. C'était juste pour le plaisir d'enchaîner ce que je viens d'entendre. C'est que c'est des modes de raisonnement qui sont assez différents. Ce sont des raisonnements systémiques. Alors que notre culture a des raisonnements linéaires. C'est Descartes qui nous a fait le coup. Méfiez-vous. Descartes nous a appris à faire à réduire l'objet de science de façon à pouvoir le manipuler. Merci les scientifiques, mais quand on est praticien, quand on est laboureur, quand on est sur le terrain, je crois qu'on est obligé de faire des raisonnements systémiques. Exemple de raisonnement systémique. Dans le sol, théoriquement, il y a de l'eau. Or, chaque fois dans l'histoire humaine, chaque fois qu'il y a eu une sécheresse, ça a été suivi très rapidement par une guerre. C'est facile à comprendre.
les gens ont une espérance de vie tellement brève qu'ils déménagent, ils vont là où il y a de l'eau. Et je pense que il y a les Mongols, le Darfour et plein d'autres exemples montrent qu'une sécheresse est suivie par l'eau. Or, l'eau qu'on propose actuellement sur la Terre aux animaux et pour nous, elle est pleine de substances que nous, on a mis. Les plastiques, les extraits thyroïdiens, surtout les hormones femelles qui ont envahi l'eau partout. Et les hormones femelles, c'est soit les hormones femelles qu'on a synthétisées, soit les hormones, les pseudo-hormones dérivées du plastique des lunettes, de téléphones. Et ces pseudo-hormones ont un effet d'accélération de la puberté chez nos petites filles qui aujourd'hui font des pubertés de plus en plus précoces, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est-à-dire que physiquement, elles ont fait leur puberté, mais psychologiquement, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Puis on ne peut pas dire à une petite fille de 8 ans, maintenant tu peux être une maman. C'est pas pensable. Donc les petites filles, aujourd'hui, la courbe monte très rapidement. Donc, alors que chez les garçons, puisque c'est des leurres endocriniens femelles, les garçons ont une puberté de plus en plus retardée. Et le résultat, c'est que les petites filles ont une maturation à 12 ans, une maturation neuropsychologique en avance d'à peu près 2 ans sur les garçons. 2 ans, au point de vue scolaire, c'est faramineux. C'est faramineux. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement anthropologique qui est en train de se faire parce que le sol et l'eau sont complètement métamorphosés par... Peut-être, probablement, il y aurait eu des phénomènes naturels qui ont déjà métamorphosé le sol. Mais en plus de ces phénomènes naturels, nous, on y a ajouté des phénomènes techniques qui sont en train, probablement, de bouleverser la condition humaine. En tout cas, dès maintenant, la condition des enfants en âge scolaire est déjà modifiée. Parce qu'une petite fille de 12 ans, elle a 2 ans d'avance. À 16 ans, les jeunes filles sont des jeunes femmes, elles ont terminé leur fatigue de croissance, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont capables de planifier une journée, de planifier un plan d'existence, alors qu'à 16-18 ans, les garçons ne s'intéressent que aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. Et que ça modifie probablement, ça va poser des problèmes sur les relations entre les genres, comme on dit maintenant. Donc ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une cause, parfois minime, qui provoque une cascade d'effets et qui déséquilibre complètement le système. Voilà, je dis ça juste pour vous remonter le moral. Alors, je ne vous ai pas dit ça au tout départ, mais sachez qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions. Je voulais attendre qu'on ait quand même un tout petit peu planté le décor, parce que je trouve que sinon... Et puis pour éviter l'intervention de ce matin où Roland Albignac nous a raconté sa vie pendant 5 minutes, ce qui est super. Il intervient en débat 52, je crois, de mémoire. Mais surtout, si vous voulez intervenir, merci de poser des questions, en fait, puisqu'on est vraiment là pour essayer d'avancer. Voilà. Alors, pour poser la question, je pense que vous avez un micro devant vous et il faut appuyer sur la petite touche rouge. Donc, je vais distribuer la parole. Je vous laisse poser une question, si vous voulez. Je suis petite. Excusez-moi. En tous les cas, merci d'être là. Mes 2 amours, Boris et Nourinik, avec... oui, bien sûr, 3, 4. Et surtout les sols et la Chine. Alors... est-ce qu'aujourd'hui, on parle du changement climatique, on parle un peu de la biodiversité, mais des sols, franchement, je crois que ça passe au-dessus des gens. C'est vraiment un enjeu. En tout cas, pour moi, j'ai étudié les sols il y a 30 ans au Québec. et j'ai vécu en Chine 2 ans. C'était épouvantable dans la mesure où ils étaient en train de tout détruire, les sols. Et pourtant, c'est nos pays riches qui leur ont vendu des engrais et tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup d'émotions avec ça. Et aujourd'hui, on se rend compte de la beauté et de la richesse des sols. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étudient ces domaines-là? Et est-ce que vous pensez que les gens sont ouverts à entendre la richesse des sols? Et on ne parle pas des vers de terre, mais c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que Marc-André, c'est pour toi. Marc-André fait, je pense, à peu près entre 5 et 8 conférences par semaine. Je ne sais pas comment il fait.
C'est vrai. Juste en ouvrant la bouche, puis ça sort tout seul. Non mais, plus sérieusement, c'est un vrai problème, effectivement. Le sol, c'est le placenta de l'humanité et personne ne voit son placenta. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, chez nous, en Occident, il y a des raisons culturelles. Le sol, c'est sale, c'est là où on met les déchets, c'est là où on met les morts. Il y a des raisons aussi factuelles. Le vivant du sol, il est surtout microbien. Hein, et c'est marrant, d'ailleurs, pour les gens, la vie du sol, c'est les animaux. Il y a, dans un sol de chez nous, sur 1 hectare, vous avez 1,5 tonne d'animaux, 5 tonnes de microbes. Donc, en fait, l'essentiel n'est pas visible pour les yeux. Hein, et ça complique la chose. Et puis, c'est pas transparent. Donc, il y a des problèmes techniques, des problèmes culturels. Et du coup, les gens ne voient pas le sol déjà comme une ressource, ni même comme une solution. Regardez par exemple à quelle vitesse d'escargot à Vachy avance la notion de 4 pour 1000. Le 4 pour 1000, je vous le rappelle, c'est l'idée que si dans tous les sols du globe on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, la teneur en matière organique chaque année, on a annulé les émissions de l'humanité de cette année-là. Le but n'étant pas de continuer à émettre, hein, mais de résorber ce qu'on a déjà émis. C'est le vrai enjeu ici. Le fait que le sol soit une solution échappe à tout le monde. On ne pense qu'à une chose, c'est à planter des arbres, ce qui revient à faire des montagnes de déchets, donc des plantations dans le paysage de nos enfants et qui ne pourront pas couper parce que ce seront les déchets de CO2 de papa et maman. Alors que si vous remettez de la matière organique dans le sol stocke plus l'eau, il est plus cohérent, donc il s'érode moins. Et puis en plus, il y a des animaux qui mangent ça, et non seulement ça des animaux et des bactéries, non seulement ça les nourrit, mais en plus ça fait la fertilité du sol. En fait, on n'arrive pas aujourd'hui à voir le sol comme une solution. Et en réalité, on le voit éventuellement comme un problème quand il commence à partir en miettes. Et ça veut dire qu'en termes de résilience, on a un problème de résilience, nous, culturelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de vision du monde. Et il faut absolument qu'on forme une génération suivante. Alors, je ne voudrais pas être saoulant sur le problème des enjeux de la formation, mais avec une Weltanschauung différente, une façon de voir le monde différente, qui leur permette de concevoir exactement ce qui est important au regard des connaissances actuelles, hein, qui n'ont pas fini l'histoire de la science, et d'agir en fonction de ça. Voilà. Mais concrètement, Marc-André Sellos, aujourd'hui, où est-ce qu'on apprend ça quand on est jeune? Je pense que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'y intéressent? C'est vrai que je pense que tu as fait une petite tribune récemment, mais la SVT, ce n'est pas la matière la plus enseignée aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à diffuser plus largement, notamment auprès de ces jeunes générations qui seront les faiseurs d'aujourd'hui et de demain? Alors, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a qu'un cocktail de solutions. Sollicité par un talentueux dessinateur de BD belge, Mathieu Burniat, on a fait une BD sur le sol, sous terre. Il y a des vidéos, il paraît qu'on peut faire des choses sur Twitch. Alors moi, je suis un peu paumé, mais voilà. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de bon format. Tous les formats doivent être utilisés. Mais en particulier, nos impôts passent dans l'éducation nationale. C'est un truc, alors complètement incompréhensible, parce que c'est au moins aussi stratégique pour l'avenir que la défense nationale. Mais alors que la défense nationale, c'est quelque chose dont on parle, auquel on donne de la valeur et qui fait l'objet d'un consensus transgouvernemental, quand on change de gouvernement, on ne change pas de défense du jour au lendemain. L'éducation nationale, c'est des foucades dans des réformettes de ci, de là, qui n'ont même pas le temps de s'appliquer, que déjà enfin, c'est des cyclones qui succèdent, hein, sur des gens déjà lessivés. Et le truc, c'est que... Non, mais c'est vrai. Et le truc, c'est qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, nous sommes tous vivants et environnés. Mais les sciences de l'environnement n'ont absolument aucune présence dans le primaire, une présence ridicule au collège et au lycée, et voire même d'ailleurs plus de présence dans le tronc commun en première et en terminale. Et puis dans le supérieur, si vous voulez faire de la biologie, vous faites des maths d'abord et de la physique-chimie. À l'entrée de l'école d'agronomie, des écoles d'agronomie en France, au concours d'entrée, à l'écrit, le coefficient des maths est égal au coefficient de la biologie. Je suis quelqu'un de profondément convaincu que l'interdisciplinarité est la seule façon de faire bien les choses et que les objets de la vie et de l'environnement nécessitent une pluridisciplinarité. Ça, c'est indéniable. Mais c'est un cocktail. Je suis désolé si vous avez déjà fait un cocktail. Vous savez que des fois, quand vous le goûtez, ça manque d'un trait de vodka ou d'un petit peu de jus de citron. Et aujourd'hui, le cocktail qu'on donne à nos enfants, il est burk. Il n'est pas équilibré. Il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un cocktail. Mais il y a des trucs à rajouter. Et puis, il faut peut-être penser au lien entre les parties, hein, la synergie, concret ou pas. L'interdisciplinarité n'est vraiment pas de mise dans la formation des enfants. Et du coup, les objets du vivant sont
balkanisés dans des disciplines secondaires et ne raisonnent pas comme ils raisonneront dans leur vie. Alors, il y avait déjà une question, madame, avec le masque rose, et puis après, je vous passe la parole. J'ai une question bête. Je ne sais pas si les fonds de mer font partie du concept sol. Techniquement, c'est l'interface entre l'atmosphère et la pierre, le substrat géologique. Donc, c'est autre chose. Et vous pointez du doigt qu'il n'y a pas que les sols dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Bonjour, c'était pour rebondir sur le côté formation, parce que vous avez abordé le secondaire et les étudiants en agronomie. Aujourd'hui, moi, je passe mon BPREA, brevet professionnel du responsable d'exploitation agricole, donc qui est finalement le diplôme de base en fait pour l'agriculteur qui a dégradé les sols. Et dans votre cocktail, Marc-André, la vie des sols est présente, la dégradation des sols ne l'est pas, et la résilience des sols et leur solution est absente aussi. Comment on explique ou dans quelle mesure en fait on peut mettre à jour un petit peu le contenu finalement des agriculteurs de demain? Allez, je me lance. Non, mais alors moi je partage le constat parce que chaque année, on reçoit de nouveaux diplômés, que ce soit d'études supérieures ou de personnes qui sortent de BTS ou autres. Et chaque année, on s'aperçoit. Moi, je me dis à chaque fois, j'ai été formée un petit peu avec les anciennes connaissances, entre guillemets. En tout cas, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui. Et je me dis, ces gens-là vont m'ouvrir un peu l'esprit là-dessus. Il s'avère quoi? Deux choses. Un, les gens posent vraiment les bonnes questions et nous bougent beaucoup dans le monde professionnel. Et on sent que les choses changent et je trouve qu'ils ont de plus en plus de questions pertinentes et ça nous fait bouger au niveau professionnel, etc. Deux, on constate qu'en effet, ils n'ont pas forcément été formés à tout ça. Et au démarrage, moi, je m'étais dit, très bien, ces gens vont pouvoir un peu nous nourrir aussi. Il s'avère que ce n'est pas le cas et donc c'est pour ça que je partage complètement le constat. Je crois que c'est aussi à nous, en tant que professionnels, d'aller... de faire du lien avec les écoles, de faire des partenariats avec les universités. Je prends l'exemple de programmes de recherche qu'on peut être en soutien. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret là, dernièrement qu'on a créé chez NC. C'est dans le cadre d'une thèse ou d'un post-doctorat, c'est de dire, voilà, il y a un statut d'enseignant-chercheur qui existe. L'enseignant-chercheur, il va dédier 50% à de l'enseignement. Et quelque part, est-ce qu'il ne peut pas justement pitcher et enseigner sur les domaines sur lesquels nous, on supporte la recherche, qui sont sur la vie du sol, sur l'agroécologie, etc. Je crois que l'entreprise peut avoir un vrai rôle à jouer de lien par rapport à ça. Et puis tous les sujets qui peuvent être proposés dans les exploitations et tout ça, je pense, devraient avoir un lien avec les sujets que vous mentionnez. Mais on constate un petit peu la même chose. Et aujourd'hui, concrètement... moi, toutes les personnes qui s'occupent du vignoble dans mon entreprise et nos viticulteurs, ils font comment? Ils vont sur YouTube, ils regardent les posts de Marc-André, on prend des publis à droite et à gauche et c'est pas très structuré. Voilà. Je crois que ce qu'on peut dire en complément, c'est que au-delà de la formation que vous suivez, il faut aller voir ailleurs. Nous, chez Terre Humanisme, on s'occupe de litière forestière fermentée. On n'en débattra pas avec Marc-André Sellos, mais en tout cas, sur les micro-organismes efficaces, il y a des choses qui se passent. Voilà, je pense qu'il faut aller se questionner, il faut tester, il faut... Voilà, et ne pas... Malheureusement, je pense que les formations n'évoluent pas au rythme où l'histoire évolue. Et donc, voilà, il va falloir qu'on soit en avance. Mais comme on est tous mobilisés, voilà, je crois que c'est ça qui nous motive. Je crois qu'il y avait une question là-bas aussi. Oui, bonjour, je suis Mélanie Hertemin, je suis écologue, je travaille sur les zones humides et les mangroves et j'ai une question qui est de cet ordre. Depuis 2018, le gouvernement a mis en place une politique publique ZAN, zéro artificialisation nette, et donc c'est en lien avec les sols. Et donc pour l'artificialisation et le zéro, on comprend. Maintenant, j'aimerais avoir votre sentiment ou votre positionnement technique sur la désartificialisation des sols, puisque lorsqu'on enlève une route, par exemple, vous venez d'ailleurs de répondre en partie au début en disant qu'il faut tant d'années pour retrouver un sol finalement résilient et efficace. Je voudrais votre sentiment ou votre positionnement technique quant à la désimperméabilisation des sols, désartificialisation des sols. Je dis bien les deux mots volontairement. Je vous remercie.
Alors vous pointez du doigt effectivement un point d'actualité important. Bon, en France, nos villes grandissent et nos infrastructures de transport se développent, et c'est ça qui tue les sols. L'agriculture estourbit les sols, mais ce qui les tue, c'est quand on les recouvre de béton et qu'en plus les activités qu'on fait par-dessus vont éventuellement les polluer de métaux lourds ou d'hydrocarbures. Nous avons, depuis les années 70, perdu 10% de la surface agricole utile, c'est-à-dire que nous avons perdu l'équivalent en 50 ans de la surface de la région PACA. Ceci en faisant grandir des villes qui sont évidemment installées au milieu des zones les plus fertiles. Donc en plus, qualitativement, ce n'est pas 10% de la capacité de production qu'on a perdu, c'est quelque chose de plus que ça. Face à ça, deux choses. La loi zéro artificialisation nette, ZAN, comme on dit, ZAN. ZAN, c'est dans le paquet climat et résilience, ça vise qu'en 2050, si on artificialise, on doit désartificialiser. L'artificialisation nette doit être de 0, avec un objectif à mi-course en 2032 de réduire de 50% l'artificialisation nette. Alors, c'est encore une de ces lois scélérates qui impose des choses à nos enfants que nous ne nous imposons pas. Moi, en 2050, les amis, les vers de terre, je les fréquenterai de très près. Eh oui, non mais... Bon, deuxième chose. Entre-temps, chaque commune est sur une dynamique de division récurrente de son artificialisation. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus pourri leur environnement, ben, ils ont plus le droit que les autres, puisque ils doivent diviser par 2 d'ici 2032. Et donc, ils ont provisoirement, à cause du passé, plus de droits que ceux qui ont été vertueux. Bon. Ensuite, rien n'assure qu'effectivement, dans cette loi, qui n'a pas encore de décret d'application, et c'est souvent là que se cachent les lézards en plus, rien n'assure que la qualité des sols libérés sera à la hauteur de ceux artificialisés. Donc, c'est purement comptable, ça n'est pas qualitatif. Et puis, il y a un dernier problème par rapport à ça, qui est que... Oui, non, enfin, bon, voilà. Le dernier problème, je l'ai dit, c'est les décrets d'application. Parce que là, non, mais puis, si, c'est les exceptions. Les plateformes logistiques et les infrastructures d'intérêt national ne sont pas prises en compte. Bon. Alors, je vous remercie. Juste pour finir là-dessus, on tente de dénoncer ça dans une tribune pour Le Monde, que j'ai postée hier soir, dont nous avons demandé au Monde de bien vouloir la publier le 5 décembre, Journée internationale des sols. Et vous observerez tous si c'est accepté et si c'est à la hauteur de paraître dans l'écrit. Moi, ce que je vous prédis, c'est que comme toutes les précédentes que j'ai tentées sur le sol, ce sera pris, ce sera en ligne. Parce qu'il y a plus important. Boris, avant de prendre la prochaine question, je me rapproche. Est-ce que nos politiques sont résilients? Je n'avais pas dit que j'allais lui poser la question, mais là, quand même, j'ai envie. Ma petite expérience du milieu politique montre que ils ne peuvent pas déclencher un processus de nouvelle évolution puisqu'ils sont prisonniers d'une seule représentation. Et que ça, quand on n'a qu'une seule représentation, on arrête sa pensée, on clôture sa pensée, c'est le langage totalitaire. Alors pour répondre à la dame qui avait parlé de la mer, de l'eau, des fonds marins et des sols, si vous voulez aller à Saint-Tropez, et vous verrez à Ramatuelle, la plage était mangée par la mer. Donc pour Saint-Tropez et pour Ramatuelle, c'est une catastrophe économique. Et là, la résilience des sols a été confiée à des géographes, associés à des agronomes et associés à des agriculteurs, associés à des architectes. Et vous verrez qu'en quelques années, les plantes ont été changées, qui retiennent le sol. Les architectes ont construit des cabanes en bois adaptées au sol qu'ils avaient artificialisé. Et la mer cesse de manger la côte de Ramatuelle. Donc les gens de Ramatuelle vont continuer à faire fortune, à vendre des substances toxiques. Alors qu'est-ce qui peut changer la représentation et provoquer un mouvement culturel? Parce qu'après tout, si on s'est donné rendez-vous aujourd'hui ici, c'est parce qu'on a envie de déclencher un mouvement, une prise de conscience et, si possible, un mouvement. Et moi, je pense que les scientifiques sont importants. C'est pas eux qui vont déclencher un mouvement. Je pense que les artistes sont plus importants. J'ai travaillé avec l'orphelinage depuis que je suis psychiatre et psychologue et neurologue. Au début, on nous disait « mais ces enfants sont perdus ».
J'ai travaillé en Roumanie où on s'est fait insulter par les gens de la population qui nous disaient « Mais pourquoi vous vous occupez de ces enfants? Vous voyez bien que ce sont des monstres. » Et c'est vrai, c'était des monstres, puisque personne s'en occupait. Donc c'était des monstres. Et lorsqu'on a... c'est des films qui ont changé la représentation et qui ont provoqué un mouvement culturel. Et ça s'est passé, par exemple, au XIXe siècle. Les orphelins étaient enfermés dans des maisons de rééducation où ils étaient battus, torturés, ce qui, bien sûr, les améliorait beaucoup. Et qu'est-ce qui a changé? C'est Charles Dickens, Victor Hugo, avec des romans Mon œil, romans inspirés par le réel, romancés, réalité romancée, et ils ont changé la culture. Les gens ont accepté d'être émus par un roman, alors qu'ils n'étaient pas très sensibles au discours des scientifiques qui commençaient, des médecins, des pédiatres, qui commençaient à dire on peut récupérer ces enfants. Mais dans les stéréotypes culturels, c'était pas vrai, c'était pas pensable. Ces enfants sont foutus. Ce que j'ai entendu quand j'ai travaillé en Roumanie, où on a été agressé parce qu'on voulait s'occuper de ces enfants. Donc je pense que ce qui peut changer, c'est les scientifiques qui fournissent des arguments et les artistes qui déclenchent du mouvement émotionnel, qui sensibilisent, et là, les scientifiques peuvent prendre la parole. Alors moi, je voudrais profondément souscrire à ce que vous venez de dire, en vous donnant un autre exemple. Quand Humboldt a commencé à percevoir de façon écosystémique les perturbations induites par les aménagements des Occidentaux lors de son voyage en Amérique du Sud, et il a ensuite à longueur écrit des textes qui ont été absolument même pas reçus par les scientifiques de l'époque, et qui ont été au contraire repris par des littéraires. Et ça nous donne les pages de Victor Hugo qui s'étonnent du tout à l'égout et de la perte de la fertilité de nos excréments pour l'agriculture dans Les Misérables. Ça nous donne Zola, La Terre, avec le personnage étonnant de la mère Caca, qui fait rire tous les littéraires, mais qui est en fait une reprise de ça. Et puis surtout, la première réserve intégrale en France, c'est les peintres de l'école de Barbizon qui veulent préserver ça. Et alors, donc, il y a effectivement des fois des vecteurs qui sont encore plus puissants dans le domaine artistique que dans le domaine scientifique lui-même. Et indubitablement, il y a aussi des sources de synergie. Et pour donner un exemple de ces synergies et de cette voie de la sensorialité, le muséum a organisé une exposition qui est maintenant finie, qui s'appelait l'Odyssée sensorielle, où on plonge les gens dans des écosystèmes avec juste des sons, des odeurs et des images. Il y avait notamment une salle où on pouvait s'enterrer. Et ça attire un public différent et ça crée un lien qui est d'une autre nature et sur lequel, éventuellement, ensuite, on peut aller plus loin. Merci. Alors, je crois que la jeune fille, vous aviez une question tout à l'heure? Merci. Moi, je travaille dans le... Peut-être prendre celui d'à côté, oui. Ma souplesse est finie, donc je vais essayer de faire au mieux. Je travaille justement dans le domaine des sols. Et donc, je vous remercie pour ces éléments très importants. Et moi, j'ai une remarque sur le fait que... Enfin, j'ai une demande surtout. Comment considérez-vous aujourd'hui l'état de la recherche sur les sols? Est-ce qu'on est au niveau? Est-ce qu'il y a des investissements qu'il faudrait faire davantage? Voilà, votre avis un peu sur l'état de la recherche. Je dirais que les gens qui s'intéressent au sol ont réussi à détourner de l'argent un peu partout. Moi, j'arrive à avoir de l'argent. Moi, je travaille sur les champignons du sol qui sont associés aux racines des plantes. Mes équipes de recherche travaillent là-dessus, ce qu'on appelle les mycorhizes, des champignons qui sont des auxiliaires de la nutrition des plantes, qui font les courses dans le sol pour la plante en échange d'un peu de sucre. Et on arrive à rapatrier de l'argent de programmes d'appel d'offres d'écologie ou de physiologie des plantes. Donc, quelque part, le financement, il est assez bon parce que la communauté a réussi à gagner à montrer que ces problématiques relevaient aussi d'autres disciplines à l'intérieur de la biologie et donc à capter des financements assez larges. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Après, si vous m'interrogez sur le financement global de la recherche, je vous rappelle que nous avons signé 3% du PIB à Lisbonne. Lisbonne, on nous le fout dans la gueule quand il s'agit des retraites et des choses comme ça. Et par contre, on n'est toujours pas à 3% du PIB dans le financement de la recherche en France aujourd'hui. On est à 2,4 en comptant le crédit impôt recherche. C'est une vraie misère. Et je peux vous dire que pour travailler en Chine, là-bas, on sent ce que c'est quand, effectivement, on met de l'argent dans la recherche. Une serre à 10 000 € pour faire des expériences, on m'a fait remarquer que ce n'était pas la peine de faire un papier pour le demander.
Non, mais c'est important. Donc le problème, il est plutôt du financement systémique de la recherche et aussi des perspectives comme comment sortir du glyphosate, comment sortir du labour. Si je peux me permettre de rajouter, je pense qu'il faut avoir aussi à l'esprit qu'il n'y a pas besoin de tout connaître et de tout savoir pour commencer un certain nombre d'actions. Il y a des choses vraiment très simples, et qu'on parlait de mise en action, d'accélération, de mise en mouvement, etc. Vraiment, à l'échelle de la viticulture, par exemple, semer un couvert végétal, c'est une notion agricole, n'importe quel agriculteur sait le faire. Après, la question, c'est de quelle manière et pourquoi je le fais, etc. Et ça, aujourd'hui, on a un certain nombre de choses. Mais vraiment, moi, je pense que le message, il ne faut pas tout attendre non plus de la science, qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent être d'ores et déjà mises en place, sur lesquelles on prend très peu de risques. Et c'est aussi comme ça que ça fait avancer les choses. Parce que de toute façon, c'est assez utopique, on ne saura jamais tout, quoi. Donc, il faut y aller. Le jeune homme devant, je crois que vous aviez une question. Oui, j'avais une question justement par rapport aux politiques européennes et notamment la politique agricole commune. On pourrait attendre, comme il y a des milliards qui sont mis sur la table chaque année pour subventionner aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, quels sont à votre avis les blocages qui font qu'on ne redirige pas un financement suffisant pour les agricultures qui sont régénératrices des sols? Vous n'êtes pas dans la bonne salle, cher ami. Vous avez Marc Dufumier qui débat avec Madame FNSEA dans la salle d'à côté. Qu'est-ce qui limite? Il y a un truc qui s'appelle les lobbies. Enfin voilà, on peut en parler plus longuement si vous voulez. Là, on a perdu le combat de la PAC. Là, je prends ma casquette ONG de l'année dernière. Si vous allez pour une autre PAC qui est devenue le collectif Nourrir aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, faire de l'agroécologie, de la bio, etc., etc., les aides sont quasiment ridicules et tout va au conventionnel, à l'agrandissement, etc., etc. Après, je laisse des spécialistes comme Marc-André qui peut-être connaît mieux que moi ce qui se passe au niveau de l'Europe, mais en tout cas, côté ONG, on a perdu la bataille. On n'a pas perdu la guerre. Non. Tout à l'heure, Marc-André, oui, que c'est un puits de carbone exceptionnel, les sols, potentiellement. Potentiel, parce que bon, après, ça ne va pas être partout facile, ni partout faisable. Hein. C'était un chiffre grossier qui donne les perspectives que je donnais. Mais non, alors, il y a quand même une chose, c'est que l'Europe fait son boulot dans beaucoup de domaines, alors discrètement, traité technocratiquement, mais il y a quand même ce fameux programme Caring for Soil is Caring for Life. Prendre soin des sols, c'est prendre soin de la vie, qui est un programme qui vise qu'en 2030... il est en fin de parcours, on est 70% de sols en bonne santé en Europe. Et il y a un autre paquet de lois qui se prépare là. Donc l'Europe fait son travail sur les sols, mais il est vrai qu'elle n'arrive pas à rediriger des flux financiers qui vont vers d'autres activités qui sont un peu antagonistes avec justement la santé des sols, vers la santé des sols. Et ça, c'est important, parce que si on veut changer d'agriculture et avoir une agriculture qui respecte les sols et qui utilise moins d'intrants chimiques, donc avec moins de résidus de pesticides dans les aliments, on va avoir une baisse de production. Attention, transitoire, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on part avec du matériel végétal qui n'est pas adapté à ça. Il a été sélectionné pour l'agriculture conventionnelle. Donc, je suis persuadé, moi, que moyennant une bonne sélection végétale, on peut ensuite réduire ça. Mais transitement, on va avoir une légère baisse de production. Donc, il faut absolument garder nos sols, il faut absolument gaspiller moins, puisque 30% de la nourriture finit à la poubelle en Europe. Donc, ça veut dire qu'on a de la marge, théoriquement. Bon, au moins pour l'Europe. Mais il faut se préparer éventuellement dans l'équilibre économique des exploitations à être capable de les aider à finalement... Bon, il y aura peut-être moins d'intrants, mais il y aura moins de sortants, donc les aider financièrement. Et pour ça, il faut à la fois que les citoyens soient compréhensifs par rapport à cette nécessité, qui voient bien les liens avec leurs propres avantages en termes de santé, par exemple. Et il faut aussi mobiliser l'argent différemment. Voilà, il faut vraiment se préparer à ça, et donc il faudra rediriger les flux financiers. On continuera à payer pour l'agriculture, mais il faut payer pour celle qu'on a envie, démocratiquement, de soutenir. Ce qui veut dire concrètement, c'est d'aider les agriculteurs pour services rendus, c'est-à-dire qu'ils remettent de la vie dans les sols, ils remettent de la biodiversité, etc., etc., et que ça, finalement, ça a un coût, puisque sur le long terme, ils sont vraiment très contributifs. Il me semble qu'il y avait... Tu voulais dire quelque chose, Mathilde? Non. Oui, on vous écoute. Du coup, je rebondis sur les coûts, parce que c'est quand même toujours la question principale de l'agriculteur. Ça coûte cher, on n'a pas les moyens. Mais une fois qu'on a passé cette phase où vous avez parlé, il y aura peut-être en fait moins d'intrants, il y aura moins de sortants. On sait que l'agriculture régénératrice va être
va donner plus de production qu'une agriculture conventionnelle. Et donc, comment on peut pallier à cette transition en fait, en termes d'investissement ou de manque à gagner? Parce qu'en fait, l'agriculteur, il raisonne en ce qu'il perçoit en subvention ou autre. Je ne défendrai pas que l'agriculture régénératrice, il y a un film qui sort en ce moment sur l'agriculture régénératrice, ça s'appelle... Mission Régénération, c'est en salle depuis le 9 novembre. Alors, on a fait un petit débat avec Marc Dufumier, mais je crois qu'il y a un petit débat avec Marc-André Sellos la semaine prochaine. Ah oui, au Lincoln, mardi soir prochain, il y a une projection. Mais peu importe. Mais effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Mais le truc, c'est que bon, c'est un film qui est désespérément américain. C'est-à-dire que du coup, il ne fait pas honneur aux agriculteurs français qui ont déjà retroussé leurs manches pour le faire. D'accord. Donc, et dans ce film, il y a cette idée effectivement qu'éventuellement ça marchera mieux. Moi, je ne suis pas sûr que ça marchera mieux. Je pense que tout au plus, ça marchera aussi bien que l'agriculture conventionnelle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si c'est un peu moins productif, de toute façon, il n'y a pas photo, puisque l'agriculture, telle que nous la pratiquons, notamment le labour, augmente d'un facteur 10 à 20 l'érosion. Et ça veut dire que les sols sont en train de disparaître. Ce n'est pas une solution pour l'avenir. Ce qui fait que l'agriculture conventionnelle marche bien, c'est qu'on transforme du capital en rente. C'est-à-dire que vous produisez plus, oui, mais c'est parce que vous êtes en train d'abîmer votre capital qui est le sol. Avec l'agriculture de conservation, on conserve le capital. Et donc il n'y a même pas de question si on aime ses enfants. Je pense que pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, il y a quand même des exemples dans un certain nombre de secteurs où financièrement il y a un vrai accompagnement. Et notamment, enfin moi je parle du secteur que je connais, qui est la viticulture, hein, où finalement les viticulteurs avec lesquels certaines entreprises travaillent sont soutenus financièrement et accompagnés dans cette transition-là. Il y a le sujet financier, et je pense qu'il y a aussi l'accompagnement, la formation, et un petit peu au quotidien. Ce qu'on constate, en tout cas moi l'expérience que j'ai sur ces sujets-là, c'est que... Bien sûr, il faut arriver à gagner sa vie, avoir le bon équilibre, etc. Et avoir une rentabilité d'exploitation, et c'est le nerf de la guerre. Néanmoins, ça s'accompagne beaucoup. La transition, elle s'accompagne, et il n'y a pas qu'avec l'argent. Boris, je crois que... Il y a aussi quelque chose qui modifie beaucoup les sols actuellement, c'est la viande, et la culture de la viande. Il y a des espaces énormes consacrés à l'élevage, au détriment, toute l'agriculture latérale est consacrée à nourrir les animaux. Le soja est complètement détourné, donc le sol n'a plus de jachère pour augmenter la rentabilité. Donc le sol est appauvri par la viande, par notre goût de la viande. Et puis surtout, ces élevages énormes qu'on voit en Argentine ou qu'on voit en Chine sont des fabriques de virus. Or, les virus sont nos amis, les virus intestinaux ou les virus autour de nous, il y en a des millions. Mais les virus intestinaux jouent un rôle bénéfique puisqu'ils transforment, ils nous permettent d'augmenter la synthèse de la dopamine qui donne le plaisir de l'action et de la sérotonine qui donne le bien-être du quotidien. Donc merci les virus. Sauf que dans les élevages, le coronavirus est un produit de la civilisation. C'est-à-dire que les épidémies virales qu'on constate sont des produits de la civilisation. C'est notre élevage intensif qui fabrique des virus. Et là, notre organisme humain n'est pas capable de s'opposer au coronavirus ou à d'autres virus fabriqués industriellement. Et là, on n'a pas d'immunologie, alors qu'on a une immunologie bénéfique pour des millions de virus, mais pas pour cela. Donc ça va poser... Il y a eu des siècles des pestes, on entre dans le siècle des virus. Et le siècle des virus, c'est provoqué par l'élevage qui abîme le sol et qui abîme aussi les êtres humains. Donc là, il y a un phénomène culturel, c'est que ce surinvestissement de la viande, il est récent. Pendant très longtemps, seuls les aristocrates mangeaient de la viande. C'était un signe de puissance. Manger de la viande, seuls les riches, même pas les riches, les puissants mangeaient de la viande, le peuple mangeait des racines, il mangeait les feuilles qui montent vers le ciel si c'était des paysans fréquentables, et si c'était vraiment des pauvres gens, ils mangeaient les racines qui descendent vers l'enfer. Donc il y avait
toute une symbolique mais il n'y avait pas d'animaux mangés. Il y avait les paysans braconnaient un peu, ce qui était très sévèrement puni, et donc il y avait 4% de la population qui mangeait de la viande et qui en mangeait tellement qu'ils avaient la goutte. Donc la goutte a en grande partie disparu parce qu'on mange mieux de la viande, mais en mangeant de la viande, on détruit les sols et on fabrique des virus. Je vous invite d'ailleurs à lire et voir l'excellent livre et film de Marie-Monique Robin, donc La fabrique des pandémies, où elle a interviewé 62 scientifiques. Et en effet, des zoonoses, on en avait une tous les 10 ans, ouais. Et on en a plusieurs par an aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment... Oui, et puis tout à fait. Et puis les zoonoses se développent. C'est 70% des maladies humaines sont aujourd'hui des zoonoses. C'est-à-dire que c'est énorme. J'habite à Toulon, on voit réapparaître des oiseaux tropicaux. On a vu réapparaître la bilharziose. Et comme il y a des moustiques tigres sur la côte d'Azur, un jour, forcément, quelqu'un rentrera d'un pays avec un palu dans le sang et une épidémie de paludisme reviendra sur la côte d'Azur. Voilà. Allez-y. C'était les bonnes nouvelles de l'après-midi. Hein. Mais allez au cinéma, il y a des super films en ce moment, honnêtement. Oui, bonjour, je suis Erwan Barillot, écrivain. Je ne suis pas chez Actes Sud, je suis chez Bouquin, voilà, pour me situer un petit peu. Désolé. On va se voir après. Hein. J'avais une question. Je voudrais remercier Boris Cyrulnik d'avoir souligné l'importance du romanesque dans l'évolution des consciences. Simplement, quand on évoque le sol, même si vous en avez parlé en des termes peut-être pas épiques, mais en tout cas intéressants, qui sortent de l'image, on va dire, bonasse et figée du sol. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le sol souffre justement d'une image un petit peu trop statique et que c'est uniquement parce que on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous? Vous disiez, Monsieur Sellos, que c'était le placenta de l'humanité, mais qu'on ne voit pas son placenta. Comment faire en fait pour réenchanter le sol et pour lui donner une vision romanesque? Bien sûr, la mer est riche en dragons, en serpents, en vaisseaux coulés, en marins courageux. Alors ça, les épopées sur la mer, Ulysse et tous ses copains-là, ils nourrissent. Et sur le sol, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Alors, sur le sol, il y a les guerres. Les Mongols qui ont la sécheresse, qui descendent là où il y a de l'eau. Donc les Chinois dressent la Grande Muraille. Et là, c'est une épopée guerrière. Donc, mais c'est pas une épopée. Alors la littérature, si vous avez visiblement une formation littéraire, c'est-à-dire que, ou en tout cas vous aimez ça, mais la littérature est le témoin des valeurs d'une époque, de l'éthos, de la hiérarchie des valeurs d'une époque. En période de guerre, tous les livres parlent de héros, de généraux, de batailles. En période de paix, tous les livres parlent d'ego, de personnalité, d'aventure personnelle. C'est-à-dire que les autobiographies en période de guerre sont indécentes. Alors qu'en période de paix, on adore les autobiographies. Donc ça veut dire que c'est révélateur. Or, il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas Ulysse, il n'y a pas d'Homère du sol. Il faudrait... Il y a une place à prendre, si ça vous intéresse. Bon, on a quand même le Marc-André du sol, moi je suis désolée. Oui, c'est un peu plus cheap, mais... 50 ans. Non, mais alors, moi je rejoins l'idée qu'il faut réenchanter la vision du sol, et je vois que Mathilde note réenchanter en grosses lettres, c'est un bon mot, mais et donc, une fois de plus, il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, et parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'art, et si on pense à l'art comme façon de faire ça... Alors, bon, maintenant, il y a quand même plusieurs choses. Mathieu Burnia, je suis désolé de citer mon co-auteur, mais dans sa BD, il arrive à faire quelque chose d'épique, que je trouve pas emmerdant, d'ailleurs, a priori les lecteurs s'ennuient pas, et qui incarne un peu le sol dans des choses qui peuvent parler à des gens qui sont des amateurs de bande dessinée. Il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, mais par contre, on peut préparer le terrain.
Et préparer le terrain, c'est là qu'on revient à la formation. Bon, on a essayé avec les collègues avec lesquels nous avions rédigé le nouveau programme de seconde, qui est donc la dernière année où il y a des sciences du vivant et de la terre. On se pose la question d'où vient la nourriture. Là, on voit l'exploitation agricole et les agriculteurs. Et ensuite, finalement, on voit le sol. Et on se pose la question de savoir si aujourd'hui, ce qu'on achète en bout de chaîne soutient un sol durable. Et on montre qu'il y a des perspectives. Tout ça, évidemment, c'est les horaires de sciences de vie de la terre. Donc, c'est 2 cours de 1h30. Et on recommande une sortie. Bon, comme il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de sortie. On recommandait d'emmener les enfants dans des exploitations agricoles. Je pense que ça se prépare. La sensibilité à l'environnement, c'est quelque chose qui se construit. Il ne s'agit pas d'enseigner des résultats, mais il s'agit de montrer les choses et d'essayer justement de montrer cette systémie dont nous ne sommes qu'un morceau. Et ça commence dès le plus jeune âge. Je pense qu'en fait, l'objectif majeur, c'est au primaire. De semer, de préparer un terrain sur lequel ensuite les gens vont pouvoir facilement faire un chemin dès qu'il y aura une accroche séduisante vers un de ces objets. Alors c'est vrai que dans les exemples récents, quand on regarde, je vais vous donner la parole, quand on regarde ce qui se passe sur l'arbre, Peter Wohlleben a quand même, je veux dire, avant le bouquin de Peter Wohlleben il y a 10 ans, c'était pas un sujet sociétal. Donc il y a la possibilité aujourd'hui d'avoir un petit truc, comme chez Nature et Découverte, on vendait très bien un livre qui s'appelait Comment chier dans les bois. Je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais qu'on a vendu, mais des millions avec un panneau jaune, etc. Je crois qu'il y a un truc à faire sur le sol, Marc-André. Je pense qu'il faut que tu en parles à ton éditeur. Je suis désolé qu'il n'y ait pas d'auteur doué sur le sol. Hein. Mais, non, c'est pas ça, c'est plus large. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de vulgarisation, c'est-à-dire de rendre au peuple vulgus ce qui lui appartient et qu'il a payé de ses impôts. Hein. Et le problème, c'est que nos institutions de recherche ne savent pas, elles soutiennent ça du bout des lèvres. Il faut en faire. Puis évidemment, s'il y a 2 dossiers équivalents, celui qui aura fait de la vulgarisation, il a un point de plus. Mais ça ne remplacera jamais les fonctions de base de la recherche, dans l'évaluation de la recherche aujourd'hui. Et or, on a besoin de pousser, de soutenir un certain nombre de chercheurs. Pardon de le dire, mais moi, je fais partie des orphelins de ça. Où sont les gens qui m'aident à exister sur les réseaux sociaux quand j'essaie de pousser une idée en tant que chercheur? C'est moi le soir, c'est le CERN du bord, là. Vers 2h du matin, voilà. Et donc, le truc, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas, dans notre vision de la construction de la connaissance globale, vraiment l'idée qu'il faut qu'on crée des postes de gens, et notamment des gens qui favorisent des échos avec les artistes. Bon, au muséum, au moins, je dois dire qu'on a une politique forte d'accueil. On a une thèse de l'École des Beaux-Arts dans mon équipe, par exemple. Hein, c'est une jeune artiste qui vient chercher de l'inspiration sur le concept de frontières dans notre équipe. Mais c'est très marginal. Et le muséum est assez atypique de ce point de vue-là. Sur la communication avec la société, c'est vraiment une de ses missions. Et je trouve que c'est moins incarné, même s'il y a des efforts réels par le CNRS ou par l'INRA. On vous écoute. Oui, bonjour. Moi, du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez du compost, justement, par rapport à la revitalisation des sols. Est-ce que ça peut vraiment apporter sur l'évolution du sol? Et je fais partie d'une association qui gère le compost au niveau de mon quartier et on se rend compte que souvent les enfants sont même plutôt assez épatés quand on leur explique justement le schéma des légumes. On leur montre, on a les différents bacs, on leur montre, voilà, là c'est là où on met les déchets, puis après c'est là où ça mature, et puis on remue un petit peu pour leur refaire remonter un peu les vers de terre, et souvent ils sont ébahis et émerveillés. Est-ce que du coup vous pensez que ça peut être une solution pour revenir à la découverte du sol et se réapproprier ce matériau en fait? Je vais laisser Marc-André sur le point biologique. D'un point de vue sociétal et engagement, déjà, c'est 40% de nos poubelles qui ne vont pas être enfouies ou incinérées. Donc, je veux dire, même si il y avait encore des doutes sur le bénéfice du compost, sur on va dire, la biodiversité qu'on remet dans nos sols, déjà, c'est la première vertu en tant que citoyenne, en tout cas, je trouve, c'est celle de diminuer nos poubelles, parce que c'est vraiment pas possible. Et alors ensuite, sur les bénéfices plus scientifiques, là, je vais passer la parole à Marc-André. Il y a 2 choses dans nos poubelles, et aussi d'ailleurs dans le contenu de nos toilettes, dans nos eaux usées. Il y a 2 choses. Il y a de l'azote et du phosphate qui peuvent être lentement libérés, je le disais tout à l'heure, quand cette matière est consommée par les organismes du sol, donc il y a de la fertilité. Et c'est ça que Victor Hugo dénonce, quand il dénonce le tout à l'égout. Il dit, c'est ce qui nourrit nos champs qu'on est en train de mettre à l'océan.
Et il dit que ça, c'est en gros la folie de Paris, hein, au sens d'une folie de ces maisons somptueuses qu'on construit pour rien faire le week-end. C'est la folie de Paris. Et c'est ça qu'il dénonce, et c'est ça qu'aujourd'hui on peut dénoncer, parce que d'un autre côté, on a de l'azote et du phosphate qui rentrent dans les systèmes agricoles, qui est acquis dans des mines où le phosphate est contaminé par du cadmium, il faut le rappeler. Ah ben oui, hein, les Français mangent 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée par l'OMS, parce qu'on fertilise comme des fous avec des phosphates qui, sous l'effet d'un syndicat dont on ne parlera pas, est à la limite. Hein, la limite autorisée, c'est 60 mg de cadmium par kilo de phosphate, et l'ANSES voudrait que ce soit 20, mais ça passe pas. Ça passe pas. Donc il y a ce problème qu'on achète, on fait de l'azote, des engrais azotés à partir de l'atmosphère à grand coût énergétique. Donc tout ça, c'est un coût énergétique, on en achète. Et puis après, en bout de chaîne, où ça va, on paye des impôts pour mettre ça dans des stations d'épuration et le diluer le plus possible avant de le rejeter à la mer. On n'a pas changé. Ou encore, ça part en station d'incinération et ça fait des cendres. Enfin, c'est tout à fait bizarre. Et puis l'autre grande fonction de la matière organique, c'est d'être matière organique. De faire, comme je disais tout à l'heure, une sorte de colle qui fait la structure des sols, de retenir l'eau. Et ça demande un maximum de matière organique. Et là, c'est là que le compostage n'est pas vertueux. Parce que le compostage, vous avez tout l'azote, tout le phosphate, mais il a diminué de volume. Donc si on ne peut pas faire autrement, il faut le faire. Mais idéalement, ce qu'il faut, c'est mettre la matière organique fraîche, comme ça s'est toujours passé. Hein, il n'y a pas eu de compostage avant que la matière organique arrive au sol. Dans l'évolution, c'est assez nouveau le compostage. Enfin, ça se fait, mais ça se fait dans le sol. Et justement, ce qu'il faut, c'est amener la matière organique fraîche, le moins compostée possible, pour avoir le maximum de carbone. En particulier, plus vous compostez, plus il y a eu de respiration, plus du CO2 est reparti dans l'air, et moins vos ordures, quand vous les mettez dans le sol, moins elles représentent de stockage de carbone. Il y a ces deux fonctions, et le compostage est l'ami de la première, la fertilisation, mais pas de la seconde, stocker le maximum de matière organique dans le sol. J'aimerais qu'on parle du... Oui, mais je vais poser ma question maintenant, moi, parce que je vois que ça passe. J'aimerais qu'on parle du rôle de l'arbre, des haies, pour la vie des sols. Donc déjà, Mathilde, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent localement en Charente, à la MSONC, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau national aujourd'hui, heureusement. Peut-être nous donner des exemples et nous expliquer surtout l'interaction et comment les haies champêtres, les arbres, etc. peuvent aider à cette reconstruction de nos sols. Ouais, alors je vais vous parler de Test and Learn. En fait, il s'avère que chez l'ANSI, on a l'année 2021 sur 40 hectares d'un îlot de vigne qu'on appelait entre nous. Et ça, c'est quelque chose on en a pris conscience parce que un jour, on a eu la visite d'influenceurs, de personnes qui connaissaient pas du tout, enfin pas vraiment le monde viticole et encore moins le cognac. Et je me souviens d'une remarque de commune, hein, toutes ces personnes. Dire, mais en fait, vous faites plein de choses très bien, mais alors il y a un truc, quand on arrive chez vous, c'est un désert de vigne. Ok. C'est quelque chose qui nous a interpellés, c'est il y a 5-6 ans. Et on s'est dit, dans toute la réflexion qui englobe aussi les sujets d'agroécologie, où on a une approche justement systémique, etc. C'est-à-dire comment on peut redonner un peu de place à l'arbre dans nos paysages. Et en effet, moi j'ai été chercher des photos sur Géoportail, tout bêtement, hein, des années 40, des années 50. Il y avait beaucoup plus d'arbres, il y avait plus de haies. Sujet remembrement, bien entendu. Il y avait aussi beaucoup de bosquets. Et on s'est aperçu que tout ça avait disparu. Il y avait le sujet de l'arbre, et puis il y avait également le sujet de la polyculture. En fait, quand on reprend les images d'il y a quelques dizaines d'années, voilà, on était en tout cas en Charente, dans une région de polyculture, et c'était pas le désert ou la mer de vigne, comme on l'appelle. Donc tout ça, mis bout à bout, on a réalisé une expérimentation grandeur réelle. On s'est lancé dans le sujet. On a replanté 7 km de haies. En tout cas, l'équivalent de 7 km de haies sur 40 hectares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce qu'il y a aussi des contraintes. Hein. Dans le monde viticole, globalement, vous avez aussi, c'est un monde aussi qui s'est mécanisé pour réduire la pénibilité. Qui a fait aussi beaucoup progresser les choses. Donc vous ne pouvez pas, en fonction des régions et en fonction des systèmes de culture, vous ne pouvez pas remettre un arbre en plein milieu d'un rang de vigne, par exemple. En tout cas, ça ne se fait pas si facilement et ça dépend de la manière dont on vendange, etc. Enfin, c'est très propre au local, j'ai envie de dire. On a fait cette expérience, on a mis des arbres de Auger, on a
ensuite mis des haies, reproduit des zones de bosquet, là où on pouvait le faire. Et il y a quelque chose qui est important dans ce projet-là, c'est qu'on l'a fait avec nos équipes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent et qui sont ouvriers viticoles et qui travaillent au sein de cette exploitation ont participé et ont designé. On dit voilà où on peut mettre des arbres, voilà où est-ce qu'on peut faire passer une machine à vendanger, etc. Bref, on est arrivé à plus de 6000 sujets finalement de planter sur ces 40 hectares. Et on en attend. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement les bénéfices qu'on en aura. Mais moi, je crois à beaucoup de choses. Déjà, d'un point de vue simplement, ne serait-ce que climat, on parle de réchauffement climatique, etc. L'arbre, c'est quand même, et puis je pense que Marc-André complétera mes propos, mais c'est une capacité d'ombrage. On sort d'un millésime extrêmement sec où il y a eu beaucoup de chaleur et aussi du stress thermique, ce qu'on appelle. C'est une capacité d'ombrage, c'est une capacité aussi donc pour limiter la transpiration de la vigne, de la plante, mais c'est aussi de formidables refuges pour la biodiversité. Vous avez, quand vous remettez des arbres, des haies, etc., vous avez le gîte et le couvert, j'ai envie de dire, pour les oiseaux, les insectes, etc. Ça peut être intéressant d'un point de vue viticole. Aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments scientifiques, mais il faut creuser parce que ça peut abriter de la biodiversité qu'on peut appeler fonctionnelle. Et on rejoint le sujet des fonctions du sol. C'est aussi un type de biodiversité aérienne et qui pourrait, par exemple, des chauves-souris peuvent venir enlever un certain nombre d'insectes de la vigne qui sont des ravageurs aujourd'hui. Vous pouvez avoir plein d'exemples comme ça. Et donc ça, c'était intéressant pour nous. C'est ce qu'on a voulu tester. Ensuite, sur la partie plutôt, là j'ai envie de dire sol, c'est aussi un intérêt, on en attend des bénéfices, notamment sur le sujet de l'eau, de la capacité à retenir de l'eau, de limiter aussi l'évaporation au niveau du sol. Et puis, bien entendu, alors on parle de symbiose, on parle de filaments qui arrivent à faire des interactions entre des champignons et puis les racines, et donc de pouvoir explorer un maximum de sol et de pouvoir faire des échanges finalement entre des matières carbonées et puis des éléments nutritifs. Donc, tout ça pour dire que sur ce sujet-là, de se dire comment il y a l'arbre, mais il y a aussi d'autres cultures, le fait de remettre de la biodiversité au niveau du vignoble, ça a à la fois un intérêt, je pense, au niveau du sol, mais aussi d'un point de vue aérien. Et quelque part, c'est acquérir une forme aussi de résilience vis-à-vis des aléas climatiques. Vous savez que la vigne, par exemple, c'est propice au gel. Enfin, en tout cas, on est sensible au gel. On est également sensible à la grêle. L'arbre, dans ce paysage viticole, peut être un véritable levier et un levier puissant. Juste une question, Marc-André. En plus de ce que tu vas commenter, est-ce qu'il y a une différence suivant les essences, justement? Est-ce qu'il y a certaines essences qui sont plus favorables à justement remettre de la vie dans les sols, les châtaigniers, les hêtres, etc., etc. Alors, en fait, on ne sait pas bien. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a peut-être des moments où le fait d'avoir remis des haies, notamment pour le stationnement de nappes d'air froid au moment où il y a des risques de gelée tardive, ce sera une catastrophe. Et donc, en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas de panacée, ça n'existe pas les solutions qui sont bonnes en toutes circonstances, en tout lieu. Il va falloir étudier ça, et de toute façon, on ne peut pas croire au terroir. Et je pense qu'il y en a qui y croient ici. On ne peut pas croire au terroir sans penser qu'il y a des façons de décliner les solutions par terroir. Par contre, il faut faire de la recherche pour ça. Nous, on a été convoqués pour faire de la recherche à Château-Cheval-Blanc, par exemple, où ils se replantent des arbres dans les rangs de vignes. Ou encore... C'est dans le Bordelais, c'est ça? Parce que tout le monde ne sait pas où est le... Saint-Émilion. Également, on est dans des domaines champenois qui remettent des haies, et donc on essaie d'étudier l'effet que ça a sur les microbes associés aux feuilles et aux racines des arbres, sur les microbiotes du sol, et de valider ces effets positifs, voir s'il y a des effets négatifs. On essaie de travailler aussi avec des gens qui regardent un peu la qualité des moûts obtenus, parce que là, le but, quand même, c'est la production. C'est bien que le microbiote soit diversifié, mais si ça fait du mauvais vin, c'est pas le but. Et donc, on essaie donc de s'inscrire dans une approche avec d'autres scientifiques, une approche intégrative de l'évaluation de ça. On a besoin de l'évaluer parce que clairement, ça a été une bonne idée. C'est 1,2 million à 1,5 million de kilomètres de haies qui a sauté depuis les années 50.
en France. Et on arrive juste à un stade où maintenant, entre ce qu'on replante et ce qu'on continue de déplanter, on est à l'équilibre. On s'est assis sur la sagesse des anciens. Simplement, moi, je ne crois pas à la sagesse des anciens en tant que sagesse. Je pense qu'elle nécessite inventaire. Et c'est cet inventaire qu'il faut faire. On retourne à la nécessité de recherche, et une recherche qui, souvent, aujourd'hui, n'est pas à la hauteur, en termes de quantité, hein, de ce qu'il faudrait faire. Alors, je crois qu'il y avait une question par là. Voilà, allez-y, madame. Bonjour, je suis psychologue psychanalyste. Il va falloir que vous vous approchiez. Entre le masque et l'éloignement du micro, ça va être compliqué, je crois. Je réponds à votre demande. Alors, je suis psychologue psychanalyste. Je vous ai entendu. Madame Boisseau, en partie, a répondu à la question que j'allais poser. Monsieur Cyrulnik, il y a les nourritures affectives que l'on peut chercher à prendre. Il y a nos filles avec leur puberté prématurée, et il y a les nappes phréatiques qui sont dans la terre. Quelle est cette nourriture qu'on peut donner à ces nappes phréatiques qui sont en train d'être asséchées et qui ne pourront même pas être comblées par des pluies? Et il y a la fonte des glaces qui sont dans la terre, dans la Pachamama, comme on l'appelle en Colombie, et dans les pays du sud de l'Amérique latine. Quelle est cette solution-là? J'ai entendu parler de terre, de viticole et des choses qui vont un peu dans les racines. Mais qu'est-ce qu'il en est des abeilles et des nappes phréatiques? Il y a plusieurs choses, hein. Par rapport à ces nappes phréatiques, il y a deux types de nappes phréatiques. Il y a celles qui sont fossiles, c'est-à-dire qu'elles ont été construites sous d'autres climats et elles ne se réapprovisionnent pas. Et ça, la réponse est simple, on ne les utilise pas. Alors c'est simple sur le papier, mais notre équipe travaille aussi sur les sols de l'oasis Aloula, hein, qui est une oasis assez somptueuse d'ailleurs, je trouve, écologiquement et au niveau historique, en Arabie Saoudite, que vous connaissez peut-être pour ces tombes nabatéennes qui avaient fait l'objet d'une superbe exposition à l'Institut du monde arabe. Hein. Mais il y a aussi des sols là-bas, parce que c'est une oasis. On travaille sur la microbiologie de ces sols, à caractériser qu'est-ce que c'est que les sols d'une oasis d'un point de vue microbiologique. Et je découvre que le niveau de la nappe phréatique, là-bas, il a diminué d'à peu près 10 mètres depuis qu'on pompe dedans, que toutes les installations qui datent des nabatéens, donc c'est les infrastructures, les canaux d'irrigation souterraine, ils avaient des canaux souterrains, enfin c'était des trucs titanesques, hein, ne sont absolument plus fonctionnels, on ne pourrait même pas les réutiliser parce que la nappe, elle est trop bas maintenant, donc quand elle se réapprovisionne par la pluie, elle remonte un peu, mais elle ne remonte pas au niveau où il y avait toutes ces infrastructures. Bref, quand on utilise ces nappes fossiles, non seulement elles ne se refont pas, mais en plus, éventuellement, on liquide tous les dispositifs de surface qui étaient exploitables. Donc il y a les nappes qu'on ne peut pas exploiter, puis il y a celles qui, au contraire, se refont, et là, il faut évidemment les exploiter au rythme où elles se refont. Et donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des méga-bassines. Bah oui, parce que les méga-bassines, ce n'est pas de l'eau de pluie. Vous pompez de l'eau dans la nappe et vous la pompez avant la saison où la nappe se recharge. Donc, vous ne savez pas de combien elle va se recharger. Donc, vous vivez à crédit souvent. Et ça, c'est important, hein, parce que les méga-bassines, tout le monde... Enfin, je pense que le vrai problème que ça soulève au point de vue hydraulique n'a pas été souligné. C'est qu'en fait, on pompe avant de savoir de combien la nappe va être... voilà. Et en plus, on s'approprie cette eau, puisqu'on la pompe, et il n'y a plus donc d'utilisation collective de la nappe. Mais c'est surtout ça. L'idée, c'est que les méga-bassines, c'est une entorse à la gestion en père de famille des deuxièmes types de nappes, ceux qui se régénèrent et qu'on ne doit pas pomper plus qu'ils ne se régénèrent. C'est facile à dire, mais après, c'est dur à mettre en œuvre, hein, vous avez vu. Je peux rajouter quelque chose sur les pollinisateurs, et en tout cas les abeilles et les pollinisateurs au sens large. Oui, c'est important. Ça fait partie, je crois, de la biodiversité qu'il faut accroître au niveau des vignobles. Un point de vigilance quand même, c'est il ne faut pas en mettre là où il y a des insecticides. Faut être cohérent, vous voyez. Donc ça c'est un vrai sujet. Néanmoins, je pense que les pollinisateurs sont super importants. Par contre, on sait tous que la vigne n'a pas besoin d'abeilles pour... elle se débrouille toute seule, en tout cas pour être fécondée, on va dire. Le vent suffit, etc. Par contre, tout autour, quand on parle de couverts végétaux, quand on parle de tout le paysage qui entoure les parcelles de vigne, oui, c'est important. Mais il faut avoir les pratiques adaptées. Et dernière chose, je pense, on parlait tout à l'heure de romanesque,
littérature, de communication sur ces sujets. Je pense que l'abeille, c'est un superbe sujet de communication et c'est un super truc ça parle aux gens. Et à n'importe quel âge, et c'est un vecteur très positif. Très beau livre chez Actes Sud, La vallée de l'abeille noire, écrit par Yvélie Laurent, qui vit en Lozère et qui a toute une vallée de rochers-troncs, c'est extraordinaire. Je crois que Boris a envie de nous faire un petit mot de la fin, avant de se quitter peut-être. Alors, puisqu'on n'a que des bonnes nouvelles, je vais terminer par une bonne nouvelle, c'est que c'est grâce à la mort qu'on peut évoluer. C'est-à-dire que si on était immortel, on serait usé, l'espèce humaine entière serait éliminée à la moindre variation du milieu, et le milieu ne fait que varier. Donc si on n'est pas éliminé, alors qu'on a failli être éliminé, il y a des tas de restrictions au moment de glaciation, de réchauffement, il y a une réduction de squelettes, il y a eu des goulets de restriction de squelettes à certaines périodes de glaciation. Donc l'espèce humaine a failli être éliminée. Et si aujourd'hui on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est grâce à l'association de la mort et de la sexualité. Parce que la sexualité, on parle de reproduction sexuelle. Et en fait, ce n'est pas le bon terme. Quand un homme et une femme s'accouplent, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes, et ça crée... Pour l'instant. Et vous avez certainement remarqué que l'enfant issu des gamètes masculins et féminins est différent des parents. Donc c'est pas une reproduction sexuelle, c'est une innovation sexuelle. Ça veut dire qu'à chaque fois, on est obligé d'inventer des enfants à partir de ce que sont les parents. Eh bien, je crois que on est dans une situation de catastrophe. Le réchauffement, l'Ukraine qu'on va tous payer, le climat. On est dans une situation de catastrophe. Donc, ça me rend optimiste parce que après chaque catastrophe, on est contraint à la renaissance. Et chaque fois qu'il y a eu une épidémie, par exemple, il y a eu le siècle des pestes. J'habite à Toulon, près de Marseille. Il y a eu tous les 3 ans, il y avait une nouvelle peste, la peste bubonique, la peste noire. Un Européen sur 2 mourait en 2 ans. Et quand la peste s'arrêtait, on assistait à une renaissance artistique, sociale. Il y a eu la même chose après le tsunami, le tremblement de terre de Lisbonne. Après le tremblement de terre de Lisbonne, il a fallu réinventer une architecture, réinventer une agriculture et réinventer des rapports sociaux. Et ça a donné la belle ville de Lisbonne avec des grandes artères. Pourquoi des grandes artères? À cause des inondations. Donc ça veut dire que la catastrophe qu'on vit actuellement me rend optimiste. Merci à tous les 3 de votre participation et de ces riches échanges. Je vous souhaite une bonne journée à tous et il y a encore d'autres débats à venir. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été bien, hein.